Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est le 4 octobre 2023. Il va faire 42 degrés Celsius. Il n'y a pas de changement climatique. Tout va très bien. Vers 13h, on va faire une espèce de courrier du cœur. Pourquoi j'aime Mary Simon, la gouverneure générale, avec Julie Vignola du Bloc québécois. Puis vers midi, on va parler du comportement dangereux sur les routes avec Pierre Brochet, qui est le directeur des directeurs de police au Québec. Mais tout d'abord, je sais pas si vous avez vu l'article dans la presse aujourd'hui. C'est juste le titre. Je vais juste vous lire le texte d'introduction. Puis si, comme parent, ça vous rend pas complètement fou, je ne sais pas ce que ça vous prend, je lis le texte. Les plateformes de clavardage en direct continuent d'être des terrains de chasse populaires pour les prédateurs et pour les capers, qui utilisent des applications de diffusion vidéo en continu pour enregistrer des images ou prendre des captures d'écran des jeunes en train de se dévêtir. Avec nous, il est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, René Morin. Monsieur Morin, bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci d'être avec nous, Monsieur Morin. Quand on parle d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que les parents doivent comprendre? Qu'est-ce que les enfants doivent comprendre? Ben, écoutez, quand on parle d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet, il faut savoir que ça peut prendre toutes sortes de formes. Il y a plusieurs années, on parlait essentiellement de pornographie juvénile. On parle aujourd'hui d'images d'abus pédosexuels, puisque ça correspond davantage, là, comme façon de dire, à la réalité, on s'entend. Mais avec l'évolution des technologies, il y a toutes sortes de choses qui ont commencé à changer. Là, on est beaucoup plus dans des interactions directes entre les prédateurs et leurs victimes. On parle alors de sextorsion, de leurre informatique, de trucs qui se passent sur des plateformes de live streaming. Donc, on est vraiment là dans des interactions directes là entre des individus mal intentionnés et des victimes très peu âgées, malheureusement. Donc, ils cherchent à créer des liens avec les jeunes pour arriver à leur fin. Oui, c'est souvent ça ce qui se passe. Ils vont recourir à des tactiques de manipulation, des tactiques de conditionnement. Et il faut savoir que ces gens-là se regroupent en communauté sur le web clandestin. Ils ont des forums où ils s'échangent de l'information, des conseils, des trucs, de la documentation. Donc, ils savent comment s'y prendre et c'est une partie du problème parce que les jeunes ne sont pas nécessairement à armes égales avec ces individus-là qui sont très habiles à faire ce qu'ils font. Alors, Monsieur Morin, si vous savez où est-ce qu'ils sont, ces réseaux de pédophiles, pourquoi on n'intervient pas? Pourquoi on les arrête pas? Pourquoi on leur sac pas une volée? Je dis ça, je dis rien, là. Mais si vous le savez, là, pourquoi on les attrape pas sur le coup? Vous avez raison, c'est une très bonne question. Et il faudrait d'ailleurs la rediriger vers les gouvernements qui nous dirigent, parce que un des gros problèmes qu'on a ici au Canada, c'est que il n'y a pas vraiment d'encadrement réglementaire dans l'espace numérique. Il n'y a pas grand-chose parce que dans le fond, toutes ces formes d'exploitation sexuelle d'enfants dont on parle, vous et moi, depuis quelques minutes, ça se produit où? Ça se produit sur des plateformes que les enfants utilisent tous les jours, plusieurs heures par jour. Ça se produit sur Instagram, ça se produit sur Snapchat. Et qu'est-ce qu'on a comme encadrement réglementaire sur ces plateformes-là pour empêcher des adultes mal intentionnés d'entrer en contact directement avec des enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Alors là, rien du tout. Vous voulez mettre un jouet sur le marché, votre jouet doit se conformer à au moins une douzaine de règlements avant de pouvoir être autorisé pour la mise en marché. Mais vous développez une plateforme numérique, vous avez aucune obligation réglementaire à laquelle vous devez vous soumettre pour protéger les jeunes enfants qui vont s'en servir. Donc, le problème est en grande partie là. Les gouvernements doivent intervenir pour forcer les opérateurs de plateformes numériques à mieux protéger leurs jeunes utilisateurs. C'est inquiétant cet article-là, Monsieur Morin. Puis on s'est déjà parlé sur le même sujet, puis on a l'impression qu'on comprend, qu'on finit pas par comprendre comment s'y prendre pour intervenir. Et vous dites, pendant le confinement, les plateformes de clavardage sont devenues des terrains de chasse.
Oui, c'est un peu ça qui se passe. En fait, avec les mesures de confinement, on sait que le temps d'écran a beaucoup augmenté chez les enfants, chez les adolescents. Et c'est souvent du temps d'écran qui était passé avec des appareils numériques comme des tablettes, des téléphones intelligents, dans des espaces clos, dans des chambres à coucher, dans des salles de bain, pendant que papa, maman travaillaient à l'extérieur parce qu'ils étaient en confinement eux aussi dans une autre pièce. Donc, il y a eu augmentation du temps d'écran dans un contexte où ça se passait sans supervision. Et je pense que ces habitudes-là qui ont été développées pendant la pandémie, on s'attendait à ce que les choses reviennent à la normale après la pandémie. Mais visiblement, c'est pas ça qui se passe. Il n'y a jamais eu autant de jeunes sur les médias sociaux. Il n'y a jamais eu autant de jeunes sur les plateformes de jeux en ligne. Et effectivement, comme vous l'avez mentionné, ce sont des terrains de chasse de prédilection pour les prédateurs d'enfants. Là où vous avez des enfants, vous allez avoir des prédateurs d'enfants. Et c'est particulièrement vrai dans l'espace numérique. Les chiffres sont vraiment alarmants, là. Le Centre national contre l'exploitation des enfants de la GRC a reçu plus de 100 000 plaintes et signalements d'infractions d'exploitation sexuelle d'enfants sur le web. Je veux dire, ça explose, là. Les chiffres explosent parce que on les identifie ou parce qu'il y en a vraiment plus? Il y a plusieurs explications à cette hausse. Bon, évidemment, nous, nos données, les données qu'on compile nous démontrent qu'il n'y a jamais eu autant d'images d'abus pédosexuels en circulation sur Internet. Ça, certainement, ça cause des signalements. Les jeunes n'ont jamais été aussi présents sur Internet. Ça aussi, ça cause des signalements. Évidemment, je pense que les campagnes de sensibilisation, de prévention qui ont été faites par un peu tout le monde au cours des dernières années, par nous, par les corps de police, par différentes instances, même par les gouvernements, je pense que ça commence à porter fruit. Vous savez, lorsqu'on parle de crimes à caractère sexuel, on est souvent dans une dynamique de sous-signalement. Lorsqu'on est victime d'exploitation, d'abus sexuels, on a souvent honte de ce qui s'est passé, on hésite à signaler. Alors peut-être qu'on est en train de renverser cette tendance-là. Les gens savent davantage où signaler, à qui s'adresser et hésitent moins à le faire. Donc ça, peut-être que ça joue aussi. Mais il y a peut-être aussi le fait que vous avez une nouvelle génération d'abuseurs pédosexuels qui arrivent dans cet espace-là, dans ces espaces numériques, des jeunes adultes dans la jeune vingtaine, dans la jeune trentaine, qui maîtrisent déjà très, très bien les technologies, qui n'ont pas cette courbe d'apprentissage que leurs prédécesseurs ont eu à surmonter. Ils arrivent dans cet univers-là pleinement conscients de toutes les capacités des outils technologiques à leur disposition, dans leur arsenal, et ils s'en servent très bien. Ça fait peur. Quand j'ai lu ça, M. Morin, là, vraiment, ça fait peur parce que le profil des agresseurs, des pédophiles, vient de changer, là. Ils sont plus redoutables, ils sont plus alertes, et ils connaissent mieux les fonctions. Et vous nous mettez en garde aussi contre les jeux en ligne. Oui, tout à fait. Comme je le mentionnais tout à l'heure, là où vous avez des enfants, des adolescents, vous allez retrouver tout naturellement des prédateurs d'enfants, des prédateurs d'adolescents. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser une plateforme quelconque, qu'il s'agisse d'un jeu en ligne ou d'une plateforme comme Instagram, qui est souvent en cause dans les signalements qui nous sont rapportés. Donc, les premiers contacts se font sur ces plateformes-là. Et une fois que le contact est établi, le prédateur va inviter sa victime à migrer, à poursuivre la conversation sur un canal plus intime. Et ce sera souvent quelque chose comme Snapchat ou à la limite Skype ou une plateforme de conversation, de vidéo-bavardage là, en direct. Et c'est là que par différents moyens, on va amener la jeune victime à s'exhiber. Et là, attention, vous avez, par exemple, lorsqu'on parle de sextorsion, vous avez des organisations criminelles basées à l'étranger dans des pays comme le Nigeria, les Philippines, la Côte d'Ivoire, et ils ne font que ça, explorer les médias sociaux à la recherche de victimes potentielles. Ils savent comment s'y prendre. Et vous avez les garçons, les hormones dans le tapis, qui se font passer des vidéos préenregistrées de jeunes filles en train de se dévêtir, ne réalisent pas le subterfuge, se dévêtissent eux-mêmes. Ces images-là sont captées à leur insu et pour ensuite être utilisées contre eux à des fins de sextorsion pour leur soutirer de l'argent ou d'autres images. On voit ça tout le temps. Vous savez, au Centre canadien de protection de l'enfance, on reçoit ces temps-ci 10 signalements par jour de sextorsion. C'est pas rien.
C'est hallucinant, mais en même temps, M. Morin, j'ai un collègue qui me faisait remarquer ça. Toutes les théories de complot là, sur les pédophiles, tu sais, tous les QAnon là, qui disaient il y a des pédophiles dans les sous-sols de pizzeria, puis il y a des pédophiles au Capitole, à Washington. Tu sais, on se dit il y a des pédophiles derrière chaque poteau de ballon poire dans les écoles. Est-ce que ça discrédite votre travail? Puis on commence à prendre ça à la légère parce qu'il y a une gang de coin-coin qui utilise ça pour faire avancer un agenda politique? Bon, évidemment, c'est facile de prendre ça à la légère. Il y a eu des tas de gens, on a même déjà entendu des juges dire, bon, mais finalement, pourquoi en faire tout un plat? Ce ne sont que des images, après tout, en parlant de la pornographie juvénile. Ben non, faut pas oublier que ces images-là, au fond, c'est quoi? C'est des scènes de crime. Ça représente littéralement un abus qui a été commis concrètement, là, hands-on, pour utiliser un mot latin, contre des enfants. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. De la même manière, vous avez des gens qui vont utiliser le discours. Vous savez, on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour produire des images de choses qui ne se sont jamais produites, mais pour mettre des photos d'enfants qu'on a trouvées sur les médias sociaux, les mettre en scène dans des vidéos pédopornographiques existantes. Donc, vous vous retrouvez avec des enfants qui sont mis en scène dans des actes qu'ils n'ont jamais commis. On va dire, si ça peut éviter un abus physique, tant mieux. Mais non, on réalise pas que en faisant ça, on vient doubler le nombre de victimes de ces images-là. Diriez-vous, M. Morin, aux parents qui nous écoutent, là, les photos de vos enfants à la plage, les photos, d'abord, on veut pas les voir. On leur souhaite pas de mal, là. On veut que ça aille bien pour vos enfants, mais arrêtez de nous montrer vos enfants. On en a, on n'a pas besoin de voir les vôtres. Gardez ça, la vie privée, ça devrait exister encore. Et comme parents, protégez donc vos enfants. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Je pense que tout le monde, à un moment donné, va devoir comprendre que la vie privée, ça n'existe pas vraiment sur Internet. Là. Si on veut garder les choses privées, on met pas ça sur Internet, point à la ligne. Et c'est d'autant plus vrai avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Vous savez, ça va aller très, très vite. Là. Il y a 9 mois à peine, on n'en parlait pratiquement pas. Là, maintenant, ça s'intègre sur nos ordinateurs partout. Ça va aller très vite. Et on a déjà eu un cas au Québec qui a été très médiatisé ce printemps, d'un individu dans la région de l'Estrie qui a été traduit en justice pour avoir produit, entre autres, 86 000 images de pornographie juvénile à l'aide de l'intelligence artificielle. Et où est-ce qu'il s'approvisionnait en matériel? Sur les médias sociaux, sur les pages Facebook de vos voisins, de votre famille, etc. Ouais. C'est là qu'ils vont chercher ces images-là. Et donc, il n'y a aucun parent qui n'est à l'abri de voir les images de ses enfants sur les médias sociaux être récupérées et utilisées dans un contexte comme celui-là. Il faut faire très attention. Avant qu'on se quitte, René Morin, le monsieur dont vous nous parlez, monsieur, parce que je suis poli, je dirais l'hostie de crapule, dont vous nous parlez, est-ce qu'il a reçu une sentence? Oui, tout à fait. Et c'est le premier cas que l'on connaît encore maintenant d'un individu qui a été traduit en justice et condamné pour avoir produit du matériel pédopornographique à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais donc, vous souvenez-vous de la sentence qu'il a reçue? Parce que là où je veux en venir, c'est est-ce qu'il y a matière à réflexion justement à propos des sentences, là, de vraiment punir les hommes, principalement des hommes qui font de la sextorsion, qui s'en prennent aux enfants? Il y a des sentences minimales qui sont prévues par le Code criminel pour des situations comme celle-là. Évidemment, ça reste toujours à la discrétion du juge au bout du compte de déterminer quelle sera l'étendue de la sentence. Nous, de notre côté, au Centre canadien de protection de l'enfance, on a mis en place un système qui fait en sorte que lorsque des enquêteurs analysent avec des outils informatiques une collection de pornographie juvénile chez un délinquant chez qui ils viennent de faire une perquisition, on est capable de savoir que dans cette collection-là, il y a un certain nombre d'images pour lesquelles on a des déclarations de la victime qui sont enregistrées. Et ces déclarations-là, on peut les mettre à la disposition des procureurs qui vont ensuite les faire entendre dans l'audience de détermination de la peine à imposer aux délinquants qui se font prendre. Ça peut influencer la décision du juge. Ça l'a fait à plusieurs reprises et ça fait partie du travail qu'on fait, nous, au Centre canadien de protection de l'enfance. À quel point c'est un travail horrible, M. Morin? Écoutez, il y a plusieurs angles à notre travail. Moi, je peux vous dire que je lève mon chapeau à nos analystes.
dont le travail consiste justement à examiner toutes ces images-là qui défilent sur leurs yeux, sous leurs yeux, à longueur de journée pour justement les classifier, les entrer dans un système qu'on appelle projet Arachnid et qui sert justement à parcourir Internet à la recherche d'images qui correspondent à ces signatures numériques pour demander qu'elles soient supprimées. Et je vous dirais qu'au cours des 6 derniers mois, on a envoyé 6,7 millions de demandes de suppression d'images pédopornographiques à des hébergeurs un peu partout dans le monde. 6,7 millions. C'est incroyable. René Morin, d'abord, remerciez vos collègues de faire le travail qu'ils font. Lâchez pas, puis j'espère que le Canada, et vous le dites, là, est à la traîne. J'espère que le Canada va allumer sur les circonstances de ce genre de criminalité.